Alors, merci beaucoup à Madame Zayer, directrice du musée militaire, de son invitation de ce soir. Merci également à elle de m'avoir associée à la belle exposition que nous visiterons à l'issue de ma présentation. Ça va, question? J'en suis touchée et honorée puisque je travaille depuis plusieurs décennies précisément sur ce thème des femmes de pouvoir dans l'Ancien Régime et qui ont comme caractéristique d'être de la région, on va dire. Dans le cadre de l'exposition, Christine de France peut figurer parmi les femmes de guerre, deuxième section de l'exposition, et femmes d'État, troisième section, puisqu'elle tient la barre du Piémont-Savoie pendant 20 ans, après la guerre. Dans la mesure où elle s'appuie aussi sur le pouvoir spirituel qu'elle finance abondamment, elle est également femme d'Église ou femme de Dieu, d'une certaine manière. Préambule. Christine de France naît en 1606, meurt en 1663. Fille d'Henri IV, elle est contemporaine de Louis XIII, Richelieu, Anne d'Autriche. Née au Palais du Louvre, mariée très jeune au prince héritier de la maison de Savoie, mère de 7 enfants, veuve à 31 ans, elle devient régente du duché de Piémont-Savoie. Intelligente, charismatique, intrépide à ses heures, la princesse traverse la vie avec panache et détermination, ressemblant par certains aspects aux héros ou aux héroïnes de Pierre Corneille. Grâce à sa force d'âme et son énergie, elle parvient à s'imposer sur la scène politique européenne de son temps. Nous avons indéniablement affaire à une femme d'État. Parce que négligée par les historiens français, je me suis mise en tête de marcher sur les traces de la princesse. Située au temps des mousquetaires, scandée de cavalcades, d'exploits militaires, de grandes amours et de fastueuses scènes de cour, voici l'histoire de sa vie en 5 parties, 5 actes. Premier acte, fille de France. C'est la formule consacrée, fille de France. 1606-1619. Christine de France est la fille d'Henri de Bourbon, roi de France et de Navarre. De son père, elle hérite l'intelligence, l'énergie, la joie de vivre. Sa mère, la Florentine Marie de Médicis, lui transmet sa vaste culture et le goût du faste. La princesse grandit au château de Saint-Germain-en-Laye. J'espère. Ah non, ça c'est son père. Henri IV. Ah oui, ça y est. Henri IV, Marie de Médicis, la mère. Les perles, vous admirez les perles Médicis. Elle part avec des cassettes pleines. Quand elle... Ici, Palais du Louvre à l'époque, Fontainebleau, le baptême, et Saint-Germain-en-Laye. Elle grandit au château de Saint-Germain-en-Laye, demeure royale aux 55 pièces. Entourée d'un très nombreux personnel, elle évolue parmi les 14 enfants du roi son père, soit 6 légitimes et 8 naturels. L'éducation physique est très importante dans la formation des enfants royaux. Quotidiennement entraînés, ils pratiquent l'équitation, l'escrime, le jeu de paume, la chasse, la pêche, à quoi l'on pourrait ajouter la danse et la révérence. Ajoutez aux exercices du corps une alimentation très saine, viande bouillie, poissons et crustacés, fruits, légumes et pain complet. Et vous comprendrez que les héritiers sont en excellente santé. L'instruction intellectuelle des princes et princesses
s'organisent autour de l'histoire, la géographie et la généalogie, toutes disciplines qui se tiennent. Christine comprend vite que les États des Habsbourg d'Espagne, d'Autriche et des Pays-Bas, il y a des Habsbourg partout, ça pullule à l'époque, forment un chemin de ronde autour de la France que son père Henri IV s'efforce d'interrompre par tous les moyens. Ça, c'est l'obsession d'Henri IV, couper le chemin de ronde. Concernant l'éducation sexuelle, les éducateurs flattent la puissance virile des garçons, attribut essentiel des monarques. Henri IV multiplie les conquêtes féminines, Louis XIV affiche ses favorites. Les souverains régnants ont généralement 2 ménages. Leurs enfants naturels sont élevés avec soin, car ils peuvent être légitimés en cas d'absence ou de décès des héritiers légitimes. Le cas des princesses est plus délicat. Un document datant de l'enfance de Christine de France, début du XVIIe siècle, les économies royales du duc de Sully, célèbre ministre d'Henri IV, vous savez, avec sa petite fraise, livre les qualités requises par une princesse de sang royal. Hormis la beauté, l'intelligence et la richesse, Sully attend des filles, je cite, « fécondité en génération », c'est-à-dire leur aptitude à procréer pour inscrire le souverain dans son peuple et sa dynastie. Le même Sully ajoute une autre qualité, à savoir, je le cite encore, « pudicité en la vie ». Pudeur a le sens de fidélité conjugale et de chasteté pour les veuves. On le voit, le protestant Sully joint sa voix au catholique directeur de conscience qui prône la rigueur morale des souveraines pour éviter la naissance de bâtards. Bien qu'il s'agisse toujours de mariages arrangés, Sully et consorts veulent éviter aux souverains en titre d'être concurrencés par un favori. Néanmoins, en cas de déficience du roi ou du prince, le favori devient géniteur et assure un rôle dynastique essentiel, parfois même à l'acceptation de tous. 2 poids, 2 mesures. Au final, les considérations dynastiques priment sur les considérations morales. Vous verrez évidemment le sens de ce préambule sur l'éducation sexuelle des filles. Alors ici, le château neuf de Saint-Germain-en-Laye qu'Henri IV édifie pendant l'enfance de Christine. Les enfants jouent dans le chantier, c'est évidemment l'endroit le plus extraordinaire pour eux. Et voici la fratrie légitime de Christine. Alors ici, son frère Louis XIII, Élisabeth de France, future reine d'Espagne, Christine de France, tableau qui est au Palais Pitti. Sa mère la trouvait tellement jolie qu'elle l'a tout de suite envoyée à Florence. Gaston d'Orléans, le petit frère, le chouchou de Marie de Médicis, et Henriette Marie, la petite sœur, qui épousera le roi d'Angleterre. Deuxième acte, noces piémontaises, 1619-1625. Les tractations matrimoniales, image noire. Les tractations matrimoniales concernant Christine commencent alors qu'elle est âgée de 12 ans. Le duc Charles-Emmanuel de Savoie, pour ceux qui connaissent l'histoire locale, c'est celui de l'Escalade de Genève, vous le situez. Époux de l'infante Catherine Michel d'Autriche, elle-même sœur du roi d'Espagne, souhaite conclure une alliance entre son fils, Victor Amédée de Savoie, et la jeune princesse française. Une délégation savoyarde arrive à Paris en automne 1618.
Le jeune roi Louis XIII, âgé de 17 ans, donne aussitôt son accord. Il voit dans le mariage savoyard la possibilité de poursuivre la politique initiée par son père afin de briser le chemin de ronde et de s'ouvrir l'accès à l'Italie. Italie, Teatro del Mondo. Tout le monde veut aller en Italie. Malgré les réticences de Christine, qui préférerait unir sa destinée à un roi, elle finit par se soumettre. Son mariage avec Victor Amédée de Savoie, 32 ans, est célébré dans la chapelle du Louvre le jour de ses 13 ans, le 6 février 1619, par l'évêque savoyard François de Sales. Pas encore saint, mais c'est Christine qui fera les démarches. Elle porte désormais le titre de Madame Sérénissime. Le couple ducal quitte Paris 6 mois après ses noces, en automne 1619. Et il traverse la France, la Savoie, arrive en Savoie, par le Mont-Cenis, passe les Alpes, passe les monts, et redescend de l'autre côté en Piémont. Arrivée dans son pays d'alliance, la jeune princesse découvre avec bonheur son nouveau pays. Regardez, on la comprend. Extraordinaire, c'est le Piémont. Montevico, c'est le Cervin local. Tout le monde a son Cervin. Voilà, alors une des images. Elle se plaît dans les châteaux d'agrément de sa belle famille. Tout autour de la capitale, il y a la couronne des délices. Ce sont toutes les résidences de campagne. Au centre de la capitale, Turin, Madame Christine apprécie tout particulièrement le palais Saint-Jean, aujourd'hui palais royal, où elle a son propre appartement, remis à neuf en son honneur. Voici le couple ducal. Alors c'est elle au moment de son mariage, avec le collier Médicis, bon, ici modeste par rapport à sa mère, la collerette aussi, et puis vous remarquerez la couronne ouverte des ducs, parce qu'elle est elle est future duchesse, elle est princesse, mais future duchesse, puisqu'elle épouse un duc. Couronne ouverte. Et chrétienne de France, princesse de Piémont, son mari est prince de Piémont, elle est princesse de Piémont. C'est comme prince de Galles, c'est le titre de l'héritier. Et chrétienne est en fait son nom de baptême. Alors là voilà, le mari Victor Amédée, avec le col de dentelle extrêmement raffiné selon les usages, et le palais royal extraordinaire au fond. Vous voyez le palais royal qui est néoclassique, en fait, construit par un architecte qui est venu de Rome. C'est le chic du chic, on veut faire aussi bien qu'à Rome. Et à droite, la grande galerie de beau papa, Charles Emmanuel, a tous ces tableaux précieux, les marbres, les médailles, enfin tout ça dans la galerie qui est à droite. Et aujourd'hui, parce que le palais royal a été détruit, reconstruit, et voilà, il est au même emplacement, mais voilà à quoi il ressemble aujourd'hui lorsque j'ai visité Turin. Comme en témoignent certains de ces courriers, l'apprentissage alors on sait tout d'une princesse, parce que toutes les lettres sont gardées et tout, l'apprentissage de la vie de cour est parfois douloureux. Mais elle jouit de l'affection de son mari Victor Amédée, de la protection de son beau-père Charles-Emmanuel Ier et de manière générale de l'amitié de ses beaux-frères et belles-sœurs. Voici les membres de la belle famille. Alors je vous les défile, la famille piémontaise. Ici, beau papa. Charles-Emmanuel, extraordinaire, c'est du marbre, c'est du marbre. Vous remarquerez la collerette dans le marbre.
Charles-Emmanuel, sa femme, princesse espagnole extraordinairement raffinée, qui a apporté la civilisation à la cour, d'une certaine manière. Ici, Maurice, cardinal. Lui, il est né pratiquement cardinal. À 4 ans, il était évêque, cardinal, etc. Ça, c'est Maurice de Savoie, diplomate. C'est lui qui a demandé la main de la petite Christine. Et ici, c'est le guerrier, c'est Thomas. C'est le 3e. Il est chef de guerre. Et vous le voyez en armure, peint par Van Dyck, si je vous prie. On choisit ses peintres. Alors ça, c'est Thomas. Et puis les sœurs, alors sublimes. Aïe. J'ai un blanc. Mais admirez-la, elle est très belle. C'est une sœur de Victor Amédée. Marguerite Marie, ça y est, avec la collerette comme sa mère. Marguerite Marie, supporte pas du tout Christine. Et ici, Isabelle, qui épouse le duc de Parme. Et Marguerite Marie, c'était le duc de Mantoue. Et puis, il y a 2 sœurs encore qui se dégourdissent un peu quand Christine arrive. Elle les emmène jouer à la paume. Et puis, le père est ravi parce qu'il trouve qu'elle traînait tout le temps dans la maison, dans les palais, etc. Mais il n'y a pas de portrait des petites sœurs. Voilà la belle famille. Madame Sérénissime est mère pour la première fois à l'âge de 16 ans. Elle aura en tout 7 enfants en 14 années. Sa belle-mère, l'infante Catherine Michel d'Autriche, que vous avez vue avec sa belle collerette et ses perles dans les cheveux, avait eu 10 enfants en 10 ans avant de rendre l'âme à la 10e naissance. J'ai fait un peu de comparatisme dans mon livre sur la fréquence des naissances des princesses qui tiennent des rythmes absolument. Les princesses d'Ancien Régime, c'est juste phénoménal. La belle-sœur, Isabelle de Savoie, que vous avez aussi vue, a 14 enfants en 15 ans et meurt en couche. Enfin, pour vous donner un peu. Donc, Christine, en la matière, est chanceuse. En 7 enfants en 14 ans, c'est une chance inouïe. La princesse est très attentive à la vie de sa propre famille. Alors, voici son frère Louis, donc Louis XIII, à l'âge de 20 ans. Ah zut, c'est Gaston. Enfin, il a un peu le même look, parce que c'est quand même un peu des questions de mode, etc. Mais Louis, ou alors c'est Louis, j'ai tout à coup un doute, Gaston, non, c'est Christine, alors j'ai raté, c'était Gaston, ça c'est Christine à l'âge de 20 ans. Vous remarquerez les perles Médicis, la collerette à l'espagnol, et la robe avec des crevés absolument magnifiques. Alors Christine, on continue. Ça c'est Élisabeth de France, mariée à Philippe d'Espagne, Philippe IV d'Espagne. Et le tableau, je vous laisse deviner, est peint par Velázquez, évidemment, qui est à la cour de Madrid. Et on l'appelle Isabelle de Bourbon, parce que Élisabeth n'existe pas en espagnol, Isabelle de Borbone en Espagne. Alors voilà la grande sœur. Ici Gaston. Ah non, donc c'était Louis. Ça c'est Gaston, avec la collerette et le vêtement du temps. Gaston à la cour de France, enfin qui file en Lorraine, c'est très compliqué Gaston. Et ça c'est Henriette Marie, reine d'Angleterre, femme de Charles Ier Stuart.
et qui a une correspondance nourrie avec Christine, absolument mine d'or, évidemment, pour la biographe. Vous imaginez, parce qu'elle se raconte des petites histoires. C'est très utile. Alors voilà, Henriette Marie, épouse de Charles Ier, Stuart. Donc ça c'était, j'achève maintenant le deuxième acte, Noces piémontaises, et je passe à 3, la duchesse Christine, 1626-1637. La troisième phase de la vie de Madame Christine est marquée par ses maternités raisonnablement espacées, comme nous l'avons vu. C'est une bonne mère, chaleureuse, affectueuse. Comme les dames de son rang, la duchesse noue une liaison avec le comte Philippe d'Allier, issu d'une grande famille piémontaise, qui devient son favori et son conseiller. Un courrier digne de foi décrit le comte d'Allier comme un parfait homme de lit. Je cite, c'est un courrier adressé au pape, je vous prie. La même missive ajoute que dans ce ménage à 3, le duc de Savoie joue le rôle du mari complaisant. Voilà. Tout porte à croire que le mari de Christine, Victor Amédée, ayant admis ses défaillances amoureuses, vous apprécierez ma formule, confie la continuité dynastique de sa famille à l'un de ses vassaux. Aujourd'hui, le couple aurait recours à la PMA, procréation médicalement assistée. En 1627, éclate la guerre du Montferrat, duché voisin sur le flanc oriental du Piémont. C'est une guerre locale typique de l'Ancien Régime. Mais le conflit prend de l'ampleur et finit par mettre en présence le duché de Piémont-Savoie ainsi que les grandes puissances, France, Empire et Espagne, qui occupent la Lombardie. L'Espagne est en Lombardie. Un homme providentiel, officier et diplomate pontifical de son État, Giulio Mazzarini, parvient à empêcher un embrasement général du conflit en automne 1630. S'ensuivent des négociations de paix dans la ville piémontaise de Cherasco, où Christine de France, devenue duchesse de Savoie à la mort du beau-père, donc elle a passé de princesse de Piémont à duchesse de Savoie, suite à la mort du beau-père, joue un rôle actif. Les puissances envoient des ambassadeurs. Giulio Mazzarini est délégué du Saint-Siège, trilingue, italien, espagnol, français. Le voilà. Alors voilà, ça c'est Cherasco, c'est ravissant, ravissant. C'est une petite ville du Piémont où ont eu lieu, et comme elle est construite sur une colline, il n'y a pas toutes ces industries, toutes ces choses qu'il y a autour de toutes les autres villes, parce que ce n'était pas possible de les construire. Donc si on veut voir le Piémont de Christine, il faut aller à Cherasco. Voilà. Et c'est là qu'ont eu lieu. Alors on ne sait pas dans lequel de ces palais elle habitait. Ça, on n'arrive pas à reconstituer. Mais il y en a un où ils ont signé le traité de paix, et ça, on le célèbre encore. Alors voilà, dans ce palais extraordinaire où a été traité, alors ça c'est Julius Mazzarinus, vous voyez en latin, mox cardinalis, bientôt cardinal, c'est extraordinaire. Il n'est pas encore cardinal, il n'est pas encore ministre, mais on le sait déjà quand même, hein, puisque... Alors voilà le portrait de Mazarin, regardez l'air malin de Mazarin. Mazzarini, galant et attentionné, offre des crèmes de beauté et des gants parfumés à Madame Sérénissime, qui lui accorde sa confiance et son amitié. Donc ils deviennent grands amis pendant ces négociations. Voilà les... Ah, attendez. En matière diplomatique, le futur Mazarin s'acquitte à merveille de la mission fixée par le souverain pontife, qu'il détestait mais qui a été obligé quand même de l'envoyer parce que c'était nettement le meilleur diplomate,
accroître l'influence de l'alliance franco-savoyarde dans cette partie du monde pour tenir en respect les Habsbourg. Donc le pape voit l'intérêt d'un équilibre des forces en Europe, et le seul moyen, c'est de s'allier avec la France, d'une certaine manière. Donc le pape soutient la politique franco-savoyarde. Le chemin de ronde, bête noire d'Henri IV, est interrompu sur le large tronçon Savoie-Piémont, coïncidant avec la névralgique traversée des Alpes au Mont-Cenis, ainsi que la mainmise sur la ville fortifiée de Pignerol, au flanc occidental du Piémont, directement accessible de France par le mont Genève. La France met la main sur Pignerol, elle a une porte en Italie. Et ça, c'est génial du point de vue stratégique. Pour le roi, voilà, c'est donc ce qu'on appelle une porte. Le roi de France peut entrer en Italie à sa convenance. C'est le fleuron de la politique menée par le cardinal de Richelieu. Dans la foulée des traités de Carrasco, le duc Victor Amédée de Savoie cherche à obtenir le titre de roi pour fédérer tous les petits duchés du nord de l'Italie, duché de Mantoue, de Parme et d'autres, même duché de Lombardie. En décembre 1632, il publie un édit dans ce sens, remplaçant la couronne ouverte des ducs par la couronne fermée des rois, que vous voyez ici actuellement dans la grande galerie du palais à Turin. Donc voilà la couronne fermée des rois au-dessus des armoiries de Savoie. La titulature change également. SAS, son Altesse Sérénissime Victor Amédée, devient SAR. C'est d'ailleurs très frappant parce qu'ils écrivent tout dans SAR, qui est une abréviation, et après il y a dans le courrier des formules incroyablement polies, des gens soumis, humbles servantes, etc. Ou humble serviteur, mais avec toujours SAR. Mais voilà, devient SAR. Madame Sérénissime devient Madame Royale, MR dans les cours, et Madame Royale. Reste à faire reconnaître le titre royal par les puissances étrangères. Pour le moment, il est roi en son pays. Voilà alors un petit gossip d'Angleterre, People, nouvelle People d'Angleterre, un petit extrait de mon livre. À la même époque, la couronne anglaise conclut une alliance avec le duc de Savoie, beau-frère. Le roi Charles Ier fit parvenir 6 chevaux pur sang à son beau-frère, Victor Amédée. La reine Henriette-Marie joignit un étalon noir de bonne composition pour Christine. Ravie, la duchesse adopta le Moreau et remercia chaleureusement sa sœur par courrier. C'est le cheval qui figure sur le fameux tableau donné par Henriette. Comme son aînée, Henriette-Marie était sujette aux crises de rhumatisme. La plus jeune envoya des feuilles séchées qu'elle prenait en infusion et qui faisaient merveille. Ce produit miraculeux, rapporté d'Extrême-Orient par les explorateurs de Sa Gracieuse Majesté, s'appelait thé. La mode commençait à se répandre en Angleterre. La duchesse de Savoie y prit goût. Et enfin, Christine reçut de nombreux échantillons de tissus anglais dont elle pourrait passer commande. Et à Turin, l'hiver suivant, la famille ducale arbora d'élégants vêtements chauds qui donnèrent à ses membres un petit air british. Donc le tweed et le thé envahissent Turin. 4e acte, la guerre des beaux-frères. Alors ici, il n'y a pas de meilleure salle pour rappeler cette guerre des beaux-frères, 1637-1640. Après les traités de Carrasco, 2 factions se profilent à la cour de Turin. Favorables à la France et au pape, les membres de la Première Ligue se regroupent autour du nouveau duc et de Madame Royale, d'où leur appellation de madamiste, en italien madamisti.
Les princes beaux-frères, soit le cardinal Maurice de Savoie, que vous avez vu dans le marbre, et son frère Thomas avec sa cuirasse, Onfroy avec Madame Royale, prennent la tête de la faction favorable à l'empereur et à leur cousin le roi d'Espagne. Ce sont les principistes, principisti, dans tous les courriers et toutes les... Conflit larvé à la cour, lutte d'influence, les événements se précipitent en 1637, faisant suite à la mort subite et suspecte du duc Victor Amédée, époux de Christine. Selon le vœu du défunt, Madame Royale, 31 ans, devient régente des États de Piémont-Savoie et tutrice du petit duc, âgé de 5 ans. Alors, la voilà en veuve, n'est-elle pas sublime? Le petit duc, qui a un look Louis XIV, hein, il figure à peu près comme ça sur les tableaux, avec 2 des sœurs. Voilà Madame Royale en veuve. Et je crois, ici on la voit avec les... Ici, elle a un crucifix auquel elle a mis 3 perles en longueur, les larmes de la veuve, selon les conventions de l'époque. Revendiquant la régence et la tutelle, les princes beaux-frères prennent les armes. C'est le début de la guerre civile, guerre des beaux-frères, appelée comme ça, Guerra dei Cognati, dans les textes en italien. N'écoutant que son courage, Madame Royale devient chef de guerre, harangue ses troupes, en robe, je vous prie. Elle envoie des messages codés par pigeons voyageurs, tend des pièges aux chefs principistes dans lesquels ils tombent la tête la première. On dirait que ça, c'est film de la résistance française, où les Français sont sensationnels. On est à peu près à ce niveau. Malgré cela, au printemps 1639, la ville de Turin est assiégée et bombardée par l'ennemi. Des boules, des catapultes, c'est encore un peu à la romaine, le système de bombardement. La duchesse Christine participe en personne à la défense de la capitale, mais à l'été, les troupes des beaux-frères envahissent Turin, forçant la régente à se replier à la citadelle, selon les usages, donc au cœur de la ville. Insolent, son beau-frère Thomas de Savoie propose de lui livrer des victuailles dignes de son rang. Il envoie un petit mot. Madame Royale de répondre au malotru, la fille d'Henri IV mange et boit ce que mangent et boivent les hommes de troupe. Au début du mois d'août, la situation s'est beaucoup dégradée pour la duchesse. Elle n'a d'autre choix que d'abandonner la place et se réfugier en Savoie, donc la province héréditaire de la famille. Le jeune Charles-Emmanuel, réfugié en Savoie avec ses enfants, pardon. Le jeune Charles-Emmanuel est duc en titre. De Chambéry, Christine marche à la rencontre de son frère et allié Louis XIII dans le royaume de France, à Grenoble, où ont lieu des négociations. Soutenue par son conseiller Philippe d'Allier, elle tient tête au tout-puissant cardinal de Richelieu qui a prévu rien moins que d'annexer la Savoie pour agrandir le royaume de France. Ignorant l'insulte du ministre, déjouant ses coups bas, elle agit en femme d'État en persuadant son frère de lui fournir d'importants renforts militaires et financiers. Richelieu, sur son lit de mort, dira que ces jours de Grenoble ont été les pires de sa vie. Il n'a pas réussi à faire façon de la sœur de son maître. Dans les temps qui suivent, les Français font merveille en Piémont.
Il libère la capitale et désenclave les places fortes aux mains des princes de Savoie. En novembre 1640, Madame Royale et Philippe d'Allier font un retour triomphal à Turin. S'ensuivent les inévitables purges des éléments principistes, y compris les belles-sœurs hostiles, contraintes à se replier dans un petit couvent de province. Maurice de Savoie est relégué à Nice, ça va, n'est-ce pas, comme exil, Nice, c'est quand même. Thomas à Ivrea, ça je vous laisse méditer sur l'exil à Ivrea. D'autres beaux-frères, fils naturels du vieux duc et dévoués madamistes pendant la guerre civile, accèdent aux plus hautes fonctions. Et là, il y a la séance des décorations. On rebat les cartes. 5e acte, Madame Royale, 1640-1663. À l'issue de la guerre civile, le petit duc est toujours mineur. Madame Christine devient régente en titre. Mais quelques semaines après son retour à Turin, elle est frappée en plein cœur par le cardinal de Richelieu. Ruminant sa vengeance depuis les journées de Grenoble, le ministre de Louis XIII fait enlever Philippe d'Allier, ça c'est complètement romanesque et historique, les deux, et l'incarcère dans la forteresse de Vincennes, près de Paris, avec les étapes. Le prisonnier n'en sort qu'après la mort du cardinal et de Louis XIII. Il est libéré par Anne d'Autriche et Jules Mazarin, devenu ministre, qui ne voit pas l'intérêt de garder Philippe d'Allier prisonnier. C'est pas ce que je voulais. Bon. D'Allier regagne le Piémont en 1643, après 3 longues années de captivité. Malgré l'absence de son compagnon, Madame Royale ne se laisse pas abattre. Elle déploie ses énergies pour reconstruire et développer le duché. Elle favorise l'agriculture, le commerce, l'industrie et l'artisanat, accordant une attention toute particulière à la culture de la soie. Pense à ses toilettes. À la cour de Turin, elle s'entoure de savants et d'artistes. En cela, la duchesse imite son père, reconstruction de la France après les guerres de religion, et sa mère, faste et mécénat à la cour de France. Donc elle prend ce qu'il y a de mieux de ses parents. Quelques peintres de cour livrent des toiles soutenant la propagande royale. Dans la seconde toile, alors, je vous montre d'abord la mise en scène, la configuration du portrait grand-papa, Henri IV, et voilà le petit-fils, Charles-Emmanuel II, hein, le petit-fils qui est Charles-Emmanuel. Vous remarquerez la posture, enfin, tout est royauté oblige, propagande royale. Venons-en au tableau figurant sur la jaquette du livre, exécuté par Charles Dauphin, peintre de cour. Un Lorrain, d'ailleurs, qu'elle fait venir à Turin. En termes modernes, c'est une image de propagande, une réécriture des temps de la guerre civile. C'est presque mieux, vous voyez, presque, il est plus complet, au fond, sur la couverture du livre. Alors, réécriture des temps de la guerre civile. Omettant le repli savoyard de Christine et donc l'abandon de la capitale par la duchesse, elle y figure en Minerve, déesse guerrière et protectrice de Turin. Coiffée, elle a tous les attributs de la déesse guerrière. Le casque, le bouclier avec la tête de Méduse, comme Minerve, hein, le bouclier de Minerve, l'égide, et puis le glaive. Elle brandit le glaive. Donc elle a tous les attributs de Minerve, donc de la déesse guerrière. Quant aux vêtements de couleur blanche, ils renvoient conventionnellement à l'habillement des pucelles ou des veuves, alors que la duchesse vit maritalement avec le comte d'Allier.
Donc c'est vraiment un tableau de propagande royale, hein, d'une certaine manière. Il y a beaucoup de traces de cela, mais j'en ai isolé une. En 1650, Christine charge un érudit français, Samuel Guichenon, d'écrire l'histoire de la royale maison de Savoie. Le savant s'attelle à un ouvrage d'envergure où défilent les 30 souverains constituant la dynastie de la noble famille. L'étude couvre 7 siècles, puisque les origines de la maison de Savoie remontent à l'an 1000. Surnommée le Diamant, la duchesse de Savoie prend pour devise « Plus de fermeté, la voilà », sublime, avec la couronne fermée, évidemment, les perles, enfin tout, hein, il y a toujours les mêmes accessoires. Ça, c'est son portrait dans le Guichenon. Elle apparaît comme duchesse de Savoie, numéro tant et tant. La voilà. Et puis, le diamant, chrétienne de France, plus de fermeté que d'éclat. Vous voyez la devise, avec la fleur de lys, le château, enfin, il y a tous les éléments. Et puis, Charles-Emmanuel II, puisque c'est le couple, c'est une espèce de couple, finalement, mère et fils. Plus de fermeté que d'éclat. D'après moi, elle a les deux. En 1650 toujours, la descendance de Christine compte 4 enfants, plus tard, compte 4 enfants sur les 7 qu'elle a mis au monde. Là aussi, elle est chanceuse, il lui en reste quand même 4 par rapport à d'autres, à sa sœur reine d'Espagne. Il en reste une qui épouse Louis XIV. Alors bon, mais tous les autres sont morts. Son fils Charles-Emmanuel a 16 ans, il est duc depuis 2 ans. Il épousera sa cousine Germaine, une des filles de Gaston d'Orléans. Ludovica, fille aînée de Christine, a 21 ans. Elle est mariée à son oncle, le prince cardinal Maurice de Savoie, 57 ans. Donc elle a 21, devenu... Bon, il était assez charmant comme jeune homme, il invitait Christine, il partait à la chasse. Mais à 57 ans, il est devenu vieillard acariâtre et il se plaint à Christine de sa fille qui va danser au lieu de s'occuper de ses rhumatismes. Enfin, je vous passe. Et puis alors, Christine l'envoie balader en lui disant il y a tout un monde pour s'occuper de vos rhumatismes. Bon. Marguerite Yolande a 15 ans, elle épousera le duc de Parme. Henriette Adélaïde, 14 ans, est fiancée au prince électeur de Bavière, Ferdinand de Wittelsbach. Le fameux Philippe d'Allier, en plus de ses qualités politiques et diplomatiques, a d'indéniables qualités artistiques. C'est un chorégraphe de talent, créant chaque année un grand ballet au moment du carnaval. C'est l'anniversaire de Christine, elle est née pendant le carnaval. Il contribue par ses ballets au rayonnement d'abord italien puis européen de la cour de Turin. C'est aussi un élément de propagande. Et c'est le meilleur chorégraphe, ce sont les meilleurs ballets, les meilleurs costumes, les meilleures musiques. Anne d'Autriche, à un moment donné, demande à Dallier de venir faire un vrai beau ballet à la cour de Versailles parce qu'elle n'a pas le personnel, la pauvre Anne d'Autriche. Alors voilà les ballets d'avant-garde à l'époque. Ballets héroïques, épiques. Et puis, ce sont des membres de la noblesse qui jouent, n'est-ce pas? Ici, c'est un ballet à cheval, vous voyez? Ici, un souper, dîner-ballet avec Christine à gauche sur l'estrade des dames d'honneur. Ici, le tabac, les pipes. Là, le tabac commence et on s'amuse à faire des ballets avec des pipes. Ça, c'est ballet plutôt comique, donc tout à l'heure héroïque, comique. Ici aussi, ballet comique, burlesque, grotesque. C'est baroque. Hein, c'est baroque, il y a tous les genres, même quelquefois dans le même ballet, les genres coexistent. Ici, je trouve ravissant, les chevaux ailés. Là aussi, burlesque, une espèce de magicien.
Là, évidemment, le corps de ballet aux couleurs de la Savoie, rouge et blanc, en l'honneur. C'est le final. Il y a la même chose de l'autre côté. Ici, ah oui, Gridellino. Alors ça, c'est le Gridellino, gris de lin, c'est la couleur favorite de Christine. Bon, dans cette scène, ils ne sont pas en gris, mais c'est ce ballet que Anne d'Autriche demande à Paris. Donc, vous avez vu des échantillons et c'est Philippe Dallier qui dessine tous les costumes, qui fait les planches et qui sont gardés précieusement aux archives de Turin, comme reliques au fond. Et enfin, Madame Royale inscrit sa marque dans la pierre en faisant reconstruire Turin qu'elle court de marbre. Églises et monastères font l'objet de soins vigilants. Elle modernise l'ancien château des Ducs, Castello, qui devient le Palais Madame, qui existe toujours, Palazzo Madame. Elle relève aussi le château du Valentin, occupé pendant la guerre civile par les beaux-frères et la soldatesque, qu'il avait laissé dans un état épouvantable. Alors voilà le Valentin, qui est devenu actuellement faculté d'architecture. C'est pas mal, hein, on irait presque faire des études là-bas. Mais en la matière, le chef-d'œuvre architectural urbanistique, ah voilà, pardon, ça c'est au Valentin, évidemment c'est Philippe Dallier qui a soigné les fleurs de lys, et il y a des lys dans toutes les pièces, etc. Alors voilà, on arrive à la place. Donc en la matière, le chef-d'œuvre est indéniablement la place royale, le nom d'époque, splendide espace ouvert en pleine ville, bordé d'élégants palais Louis XIII. Le site s'appelle aujourd'hui Place Saint-Charles. Donc avant de changer, au fond à gauche, église Sainte-Christine, où elle finance une communauté monastique et où elle va faire des retraites. Dès qu'elle n'en peut plus les voir, plus les entendre, elle va se recueillir au couvent Sainte-Christine. Et en face, excusez du peu, à droite, église Saint-Charles, Charles Borromée, saint piémontais. C'est le seul, pour le moment, c'est le seul saint piémontais. François de Sales sera canonisé un petit peu plus tard. Donc l'église Sainte-Christine et Saint-Charles. Et puis aujourd'hui, alors aujourd'hui, le campanile de Sainte-Christine est tombé, mais la place est là, extraordinaire, magnifique, et on remarque qu'après la guerre civile, Thomas de Savoie n'a pas reçu de palais sur la place, parce que c'est un traître. Et alors il a fait construire le palais Carignan derrière, qui a une histoire importante, mais il n'est pas invité à avoir un palais, puisqu'il est Savoie-Carignan comme cadet. Qu'en est-il du bilan politique de Madame Royale? L'amitié et la complicité de la duchesse avec Jules Mazarin lui valent l'appui du tout-puissant cardinal-ministre au congrès de Westphalie qui, en Allemagne, met fin à la guerre de 30 ans. Contrairement aux petits duchés italiens qui disparaissent du jeu politique à cette époque, la paix de 1648 est très favorable aux États de Piémont-Savoie qui s'agrandissent des deux côtés des Alpes. Étonnamment, et par effet ricochet, le royaume de France gagne aussi en puissance au traité de Westphalie. Au milieu du XVIIe siècle, le centre de gravité de l'Europe bascule donc de l'Italie, théâtre du monde, vers l'Atlantique. L'axe diagonal créé par Madame Christine et Jules Mazarin contrecarre l'axe vertical traditionnel Saint-Empire romain germanique, Italie, l'axe. En servant son pays d'alliance, Madame Royale a servi son pays de naissance. Son neveu Louis XIV, âgé de 10 ans à la paix de Westphalie, hérite d'un État fort et puissant. Merci tante Christine, merci Mazarin. Et un extrait de mon livre, Les funérailles. Christine de France rendit son âme à Dieu au palais Madame
le 27 décembre 1663, à l'âge de 57 ans. Selon les usages, les statues de la cathédrale furent drapées de sombre. Une manière de dais, élégant et bouffant dans ses tissus noirs, encadra l'entrée principale. Le dernier ballet, admirablement chorégraphié par le comte Philippe d'Allier, fut dansé au ralenti, dans les sanglots, par les personnages en deuil, dans le dôme de Turin. Brisés de chagrin, ses enfants, ses amis, la cour et la ville, membres du clergé, moines et religieuses, rendirent en pleurant un dernier hommage à leur chère duchesse. À sa demande, elle fut ensevelie à l'église Sainte-Christine dans une simple robe de bure. 2 siècles plus tard, Napoléon Bonaparte fera transporter sa dépouille à l'église Sainte-Thérèse. L'empreinte de Christine sur le duché fut immense. En 4 décennies, cette fille de France transforma le bourg marécageux de Turin en capitale au rayonnement européen. Paix à sa mémoire. Conclusion. Si nous nous replaçons dans la perspective et les visées d'une princesse d'Ancien Régime, les efforts dynastiques de la duchesse de Savoie seront également couronnés de succès. Dans un premier temps, son petit-fils, Victor Amédée II, obtiendra la convoitée couronne royale en devenant officiellement roi de Sardaigne en 1715. Il était roi de Sicile et il a échangé contre la Sardaigne. Comme vous le savez, 1715, traité d'Utrecht. Enfin, au XIXe siècle, un descendant collatéral de Madame Royale, en fait des Thomas de Savoie-Carignan, récoltera à brasser les lauriers de la gloire, puisqu'au temps du Risorgimento, Garibaldi lui offrira la couronne italienne. Il s'agit de Victor Emmanuel II, sacré roi d'Italie en 1861. Je vous remercie.